Nous sommes au soir de la seconde intifada, donc en 2005, et on va faire une petite pause dans le récit. D'abord, regardons ce pays, Israël. Il est composé de 9 millions d'habitants. Ce sont tous des juifs. Une partie, 20% environ sont des arabes, donc on peut dire, voilà, sur les 9 millions, tu as 7 millions de juifs, 2 millions d'arabes, à la louche. Ces arabes sont des musulmans, ou plus rarement des chrétiens. Ils sont discriminés? Sur territoire israélien, pas vraiment. Dans l'ensemble, ils ont pas mal de droits, droit de vote, droit de représentation, droit de se syndiquer, accès à tous les services publics, donc de prime abord, pas de discrimination. Là où on peut voir une discrimination, c'est plutôt dans les subventions aux municipalités arabes, qui sont assez faibles comparées aux juives, et au fait que les arabes sont beaucoup plus souvent concernés par les expropriations. C'est une minorité qui est parfois mécontente, mais qui est plutôt en voie d'intégration au système. Israël a apporté des infrastructures performantes dont ils peuvent profiter, de l'eau courante, des canalisations, des routes, des entreprises, des hôpitaux. Donc il n'y a pas vraiment de racisme là où les Arabes sont minoritaires. À côté de ça, il y a les territoires occupés. Depuis 1967, Gaza et la Cisjordanie. Mais pourquoi ils ne les ont pas annexés directement? Ça aurait pas été plus simple? Je suis obligé de répondre avec un peu de cynisme. Alors je pourrais te dire qu'Israël n'a pas annexé les territoires occupés parce que les Palestiniens y sont trop nombreux, et donc ça aurait des implications négatives au niveau électoral, mais je crois que le problème est plus profond. Si tu veux, officiellement, il y a une égalité entre tous les citoyens, parce que Israël, c'est une nation moderne. Mais bon, les Juifs, ils veulent conserver le pouvoir. En fait, ils sont venus pour ça, pour exercer une domination juive sur la Palestine. C'est la raison de leur présence ici. Or, s'ils veulent conserver une hiérarchie, mais que cette hiérarchie ne peut pas être légale, eh bien, ils utilisent le truchement de l'occupation. Pensez un peu à l'époque du califat arabe. Il y avait des dhimmis, c'est-à-dire des communautés religieuses exclues du pouvoir. En gros, autrefois, les juifs étaient soumis aux musulmans par le statut dhimmi, mais ce statut, il est incompatible avec le droit moderne. Si Israël veut créer une distinction malgré tout, il va faire une distinction territoriale. D'un côté, les régions à majorité juive sont sous administration civile, et l'autre, les régions à majorité palestinienne, sont sous occupation. Alors j'entends des gens qui parlent d'extermination, que les juifs veulent refaire l'histoire du Troisième Reich ou je sais pas quoi d'autre. Qu'on soit clair, il n'y a aucun désir d'extermination dans l'histoire que je vous raconte. De la même manière que le califat arabe autrefois ne voulait pas exterminer les juifs sous statut dhimmi, simplement il les excluait de la politique, Israël c'est pareil. Il ne médite pas du tout l'extermination des musulmans. Sinon il l'aurait fait depuis longtemps, il a totalement les capacités de le faire. Non, il veut les dominer, les assujettir, c'est tout. Le territoire le plus sensible de la région, c'est Jérusalem. L'un des grands problèmes qui a empêché la paix entre Palestiniens et Israéliens, c'est de se mettre d'accord sur le statut de Jérusalem. Bon, les religions y sont pour beaucoup, bien sûr, hein. Juifs, chrétiens et musulmans considèrent tous la ville comme une ville sainte. Faut pas s'étonner si ensuite elle est source de toutes les tensions. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à observer de l'extérieur parce qu'on voit bien que ces trois religions abrahamiques, finalement, elles ont entre elles une sorte de parenté. La Jérusalem est une ville extrêmement riche en culture et en histoire, ville 3 fois sainte, ville resplendissante, comme le dit la chanson. Forcément, toutes les communautés veulent s'accaparer quelques rayons de cette splendeur. Je vais vous donner 2 anecdotes. En 1996, Netanyahou a un jour voulu faire percer un tunnel près de l'esplanade, pour des raisons archéologiques. Ça a généré des émeutes et 83 morts. Deuxième anecdote que j'ai déjà racontée, Ariel Sharon y a juste posé son pied en 2000 et il s'est retrouvé à devoir gérer la seconde intifada. Ici, le moindre fait divers est un drame, le moindre battement d'aile de mouche cause des tempêtes. Les Juifs ont conquis Jérusalem en 2 temps. En 1948, ils ont occupé Jérusalem-Ouest, mais pas Jérusalem-Est qui contenait la vieille ville, et en 1967, lors de la guerre des 6 jours, ils ont conquis la ville dans son entier. Ils l'ont réunifiée. Cette réunification, qui n'a pas été reconnue dans le droit international, elle a été complètement réalisée de facto, et c'est vraiment à Jérusalem qu'on peut constater l'excellente organisation des Juifs. Dès le début, dès 1967, ils ont complètement enserré la ville dans un maillage très dense de routes, de quartiers, d'implantations juives.
Ils ont exproprié massivement des Arabes de façon stratégique pour leur ôter toute capacité de prendre le contrôle de la ville. Les fouilles archéologiques, les constructions diverses de routes, d'immeubles ont été des motifs d'expropriation sans fin, et savamment orchestrés par le gouvernement. Jérusalem est ainsi devenue la capitale éternelle de l'État, alors même qu'elle était au cœur de la Cisjordanie. Et je vous ai dit tout à l'heure que le mur des séparations a encore permis d'agrandir la ville. Mais tout à l'heure, t'as bien dit que Ariel Sharon a juste voulu poser son pied sur l'esplanade des mosquées en l'an 2000 et qu'il a déclenché la seconde intifada à cause de ça. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, les juifs n'ont pas vraiment l'air de bien tenir leur ville. Mais là, le problème, c'est l'esplanade des mosquées, qui est un lieu au sein de Jérusalem extrêmement sensible. Je précise que les juifs, légalement, ont le droit de se rendre sur l'esplanade. Mais attention, selon le droit israélien, tiens-toi bien, ils ont le droit d'y pénétrer mais pas d'y prier. Et sûrement qu'ils y prient en secret, en silence. Si la seconde intifada avait explosé en 2000, c'est parce que c'était Ariel Sharon qui s'y était rendu, qui est la bête noire des Arabes depuis qu'il a poussé son premier cri à la naissance, le bougre. Bon, maintenant je vais te révéler un autre aspect clé du conflit. Si Jérusalem est une ville si compliquée à gérer par la mairie, c'est pas tellement à cause de l'opposition entre juifs et arabes. Il existe un problème encore plus grand. Des juifs ultra-orthodoxes s'installent massivement au nord de la ville. D'accord, mais qu'est-ce que ça change pour les Arabes, que ce soit des juifs orthodoxes ou pas orthodoxes? Alors pour les arabes ça change rien, un juif reste un juif, mais pour les juifs c'est un changement profond dans le visage de la ville. Faut vraiment se rappeler qu'à l'origine les sionistes ne sont pas un mouvement religieux. Et les juifs ultra-orthodoxes avaient des rapports très difficiles avec l'État. Pour tout te dire, pendant la guerre de 48, il fallut 1000 peines pour les convaincre de collaborer à la prise de Jérusalem. Ah ouais, ils voulaient pas aider leurs frères juifs? Non, parce qu'à l'époque, le projet sioniste leur paraissait contraire à la punition divine qui est l'exil. Mais ça, c'était autrefois. Avec le temps, ces ultra-orthodoxes ont fait des enfants et leur poids démographique n'a pas cessé de grandir. Ils sont devenus, au contraire, ouvertement sionistes. À partir du moment où leur nombre augmente, ils finissent par s'apercevoir de tout l'intérêt qu'ils pourraient tirer d'un État juif, historiquement conçu pour les protéger. Et même ils envisagent, pour certains, d'en prendre le contrôle, si les circonstances le permettent. Ils commencent sérieusement à parler de la fin de l'exil. Quand je dis que leur nombre augmente, c'est vraiment phénoménal. Ils sont passés de 2% à 13% de la population totale, et à Jérusalem, ils représentent un quart des citadins. Mais ça veut dire quoi ultra-orthodoxe finalement? Ils appliquent stricto sensu la loi judaïque. Et oui, car le judaïsme est aussi une religion légaliste, comme l'islam. Je veux dire une religion qui se pratique en respectant un ensemble de commandements. Or, comme c'est une loi extrêmement exigeante, elle peut complètement changer le visage d'un quartier. Les jours d'ouverture des commerces, les vêtements que tu peux porter, les comportements et les rites qu'il faut accomplir le samedi, tout le quartier doit s'adapter à leur présence. Et ces quartiers sont d'une superficie de plus en plus grande, jusqu'à rendre la vie insupportable aux autres juifs, les juifs laïcs. Il y a une chose qu'on rappelle assez rarement, c'est qu'Israël n'a pas seulement occupé la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il a également occupé une troisième région qu'on oublie tout le temps de mentionner, alors qu'elle a toute son importance. Cette région, c'est le sud du Liban. Entre 1978 et 2000, les Israéliens s'assurent la neutralisation de cette zone. Et j'imagine que c'est à cause des Palestiniens réfugiés au Liban. S'il y a des Palestiniens réfugiés au Liban, et il y en a beaucoup, c'est évident qu'ils vont se masser au sud pour menacer Israël directement. Cette occupation est donc nécessaire. Mais qui vit à cet endroit à part les réfugiés? Ce sont des populations arabes chiites qui, comme tu l'imagines, n'ont pas du tout envie d'accepter la tutelle israélienne. Alors les chiites, c'est un courant musulman dissident du sunnisme dont tu as abondamment parlé dans cette vidéo, je me souviens. Et du coup, ces chiites se sont rebellés. Oui, la colère des chiites libanais fut très grande, et d'ailleurs elle se doubla d'une sorte de surexcitation du fait de l'apparition dans le Moyen-Orient d'un État chiite révolutionnaire en 1979. L'Iran. En 1979, l'Iran a renversé son monarque et instauré une république islamique contrôlée par un ayatollah, chiite par définition, Khomeini. L'Iran, depuis cette date, est devenu le pire ennemi d'Israël à l'heure actuelle.
C'est vrai que dans la mentalité chiite, ça fait beaucoup d'événements d'un coup. L'émotion de la révolution iranienne et l'occupation israélienne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que l'Iran soit le pire ennemi d'Israël? Ils se sont jamais affrontés, à ce que je sache. Ils ont même pas de frontières communes. Donc je comprends pas le problème. C'est comme si tu me disais, attention, la Serbie va bientôt envahir la France. Il y a quand même plein de pays entre les deux. Oui, mais qu'a fait l'Iran en 1982? Il a tenté d'envahir l'Irak pendant la guerre Iran-Irak. Donc ça a été une menace directe. Mais même sans parler de ça, l'Iran n'a peut-être pas de frontières communes avec Israël, ok, mais il a des liens intimes avec la communauté chiite du sud Liban, qui elle jouxte Israël. C'est normal, ils partagent la même religion, l'islam chiite. Donc quand ça chauffe au sud Liban, C'est une guerre par procuration entre l'Iran et Israël. exactement. Et c'est quoi le groupe armé chiite dans cette région? Il s'appelle le Hezbollah. La fonction du Hezbollah, c'est dans un premier temps de harceler Israël pour qu'il se retire de la région du sud Liban. Il va d'ailleurs y parvenir en 2000. Mais avant même d'obtenir ce retrait, il lançait des roquettes sur les villes du nord d'Israël. Par exemple, en 1996, le Hezbollah a lancé 639 roquettes auxquelles Israël a répondu par 25 000 bombes larguées par avion. En 2000, Israël décide de se retirer du sud Liban, ce qui est considéré par le Hezbollah comme une grande victoire. Donc c'est bon, le Hezbollah sert plus à rien. On pourrait se dire que du coup le Hezbollah ne sert plus à rien, mais non, parce que la guerre va continuer. Le Hezbollah fait des infiltrations en Israël, où il y lance des roquettes, et de 1996 jusqu'à 2006, pendant 10 ans, il y a pratiquement eu en permanence des violations de frontières dans cette région. Finalement, le dernier acte s'est joué en 2006, le Hezbollah fait une infiltration pour tuer 8 soldats israéliens et en kidnapper quelques autres, et Israël a réagi extrêmement violemment à cet assaut. Pour lui, le Hezbollah est un groupe terroriste illégal, que le gouvernement libanais devrait combattre. Nous nous sommes retirés du sud Liban désormais, rien ne justifie plus leur comportement, qui n'est qu'une violation de souveraineté. Donc, on va donner à ces lascars le sort qu'ils méritent, un blocus total est déclaré, et le Liban passe sous le feu des bombes. En 2006, Beyrouth tire et tout le sud du Liban est enseveli sous des bombes qui sont censées ne toucher que des membres du Hezbollah, mais qui ont fait en fait 1 millier de morts chez les civils. C'est vraiment tout le Liban qui paye pour le crime du Hezbollah. Alors ce bombardement du Liban, c'est un événement assez court, il a duré 33 jours, mais ça a été 33 jours de pluie d'obus. Israël a détruit des villages, des quartiers, des immeubles. Pour tuer des membres du Hezbollah? Si possible, ou pour déverser sa colère, tu vois ça comme tu veux. Il provoque un énorme exode des Libanais vers le nord, donc beaucoup de gâchis humains. Et du coup, est-ce que ça a marché? Le Hezbollah a dû perdre au moins 300 soldats, peut-être plus. Il a bien envoyé des roquettes et des missiles, 6000 au total, mais sans aucune précision, et donc n'a réussi à tuer qu'une cinquantaine de civils israéliens dans les villes. 1000 contre 50. Toujours cette disproportion dans les représailles israéliennes. C'est le principe des représailles en fait, la colère de Zeus contre les moustiques. Ici, Israël arrivait au bout de 10 ans d'incursion au nord. Pendant 10 ans, il avait harcelé les Libanais en leur expliquant que c'est leur rôle d'empêcher le Hezbollah de continuer ses activités. Les Libanais ne se sont jamais trop bougés pour le faire. Après leur avoir laissé 10 ans de répit, vient la sanction, et une sanction collective. Et effectivement, le Hezbollah a été dissuadé, il a même été discrédité, mais il n'a pas disparu. Son activité s'est tournée vers d'autres cibles. Il s'est investi dans les guerres civiles qui continuent de ravager le Liban. Donc au moins ça l'occupe, et on peut supposer qu'Israël est en paix relative, au moins pour un temps. Maintenant que je t'ai parlé de la situation au nord, on va essayer de se demander ce qu'il en est au sud. Le Hezbollah, comme le Hamas, sont des mouvements islamiques qui aspirent à l'instauration d'un État islamique. Mais le Hezbollah, il est chiite, tandis que le Hamas, il est sunnite et attaché aux frères musulmans. Cela dit, le Hamas est également appuyé par l'Iran pour des raisons géopolitiques. La date la plus importante à retenir dans l'histoire du Hamas, c'est 2007. En 2007, il s'empare du pouvoir dans la bande de Gaza. Mais parce que avant, qui contrôlait la bande de Gaza? L'autorité palestinienne, légalement installée par les accords d'Oslo. Et avant Oslo? Israël. Et avant Israël? Avant la conquête de 67, c'était l'Égypte. Et avant? Alors, est-ce qu'on peut avancer dans le récit? Parce que là, tu me fais reculer, là. Donc, en 2007, le Hamas prend le pouvoir en éliminant le Fatah.
Il y a clairement une rivalité entre le Fatah et le Hamas depuis assez longtemps. Le premier représentait l'ancienne génération, le noyau de l'Organisation de libération de Palestine. C'était des Palestiniens nationalistes, plutôt socialistes, plutôt laïcs. Leur modèle, c'était Saddam Hussein ou d'autres dictateurs de ce type. Et Yasser Arafat avait des comportements autoritaires tout à fait peu surprenants compte tenu de ces modèles. Et donc il est en perte de vitesse pendant la seconde intifada, il se barricade à Ramallah, il tombe malade, il est emmené en France, l'hôpital de Clamart a tout fait pour le remettre sur ses guiboles, mais rien à faire, il meurt en 2004, et ne me demandez pas qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a été empoisonné ou est-ce qu'il a chopé une gastro, j'en sais rien. Tout ce que je peux retenir moi, c'est que finalement, le Fatah a échoué. Il était là pour obtenir un État palestinien, il s'est plutôt ridiculisé avec ses accords d'Oslo qui ne mènent à rien, et donc maintenant les Palestiniens doivent revenir à de bonnes bases, c'est-à-dire à la lutte armée, le djihad, le Coran, Dieu, l'islam, les sources de notre civilisation. Et rapidement, le Hamas montre sa popularité lors des élections. Mais le Fatah ne se laissait pas faire, et résultat, une véritable guerre souterraine les oppose, discrète mais violente, et après maints tirs de sniper, guerre de rue, attaque au bulldozer et Palestiniens balancés du haut d'immeuble, parce que oui, on a vu tout ça, il semblerait que en 2007, dans la bande de Gaza, le Fatah soit complètement évincé au profit du Hamas. Mais pas en Cisjordanie. Non, en Cisjordanie, c'est toujours le successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, qui est à la tête de l'autorité. Une des personnalités les plus dominantes au Hamas, ces temps-ci, c'est Ismail Haniyeh, dont on signalera, entre autres qualités, la persévérance, le pragmatisme et une barbe beaucoup trop bien taillée pour un islamiste radical. Désormais, Gaza est un territoire où s'applique peu ou prou la loi islamique. Donc n'imaginez pas voir des maillots de bain sur ces 40 km de plage, on est ici dans un monde assez austère. Après, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes à Gaza ou que vous avez été à Gaza, sachez que je suis preneur d'infos sur la relation du Hamas avec les civils et la vie religieuse islamique à Gaza de façon générale. Je suis tout à fait preneur d'infos, n'hésitez pas. Comment Israël a réagi à ce coup d'État du Hamas ? Israël a réagi par un blocus. Gaza est sous blocus depuis 2007. Ça veut dire finalement beaucoup de privations pour les populations qui y vivent. Gaza est pauvre et surpeuplé, 2 millions de personnes sur une petite bande de sable que jamais les Palestiniens n'ont été en mesure d'industrialiser. Il y a une petite agriculture, quelques nappes phréatiques à moitié polluées, mais c'est vraiment pas suffisant. Si Gaza jusqu'ici pouvait survivre, c'était grâce à Israël, qui fournissait et les emplois à l'extérieur et le ravitaillement alimentaire. C'était un territoire comme la Cisjordanie complètement dépendant économiquement d'Israël. Donc en 2007, quand le blocus est imposé, le niveau de vie s'effondre. Gaza devient une sorte de prison. Les Gazaouis n'ont plus les emplois israéliens, résultat 60% de chômeurs au bas mot. Et donc forcément se met en place un marché noir. Le blocus, il est terrestre, la bande est cernée par une barrière avec des points de passage extrêmement sélectifs. C'est un blocus aérien, il n'y a évidemment aucun atterrissage possible, et c'est un blocus maritime. Israël augmente et réduit l'espace de pêche autorisé en fonction des relations avec le gouvernement du Hamas. Ce blocus n'est néanmoins pas complet, Israël laisse passer un peu d'eau courante, un peu d'électricité pour des raisons humanitaires. Enfin je dis ça, mais ce petit filet a été bloqué quand même la semaine dernière. Ce blocus il est déjoué notamment par l'économie de contrebande dont on va parler, et aussi par l'allègement du blocus par les Israéliens à partir de 2010. Le blocus a entraîné un immense problème de logement. La population est énorme, 2 millions de personnes. Ils n'ont pas le droit de construire trop près des barrières. Les matériaux de construction et le ciment sont sous blocus et donc les importations sont très lentes. Les bombes détruisent régulièrement les constructions parce que c'est une région qui est un peu perpétuellement en guerre, comme on va le voir. En conséquence, les prix du logement sont exorbitants et beaucoup de personnes vivent dans une extrême pauvreté. Et le Hamas a réussi à trouver une solution à ça ? Oui, alors il y a une réaction. La bande de Gaza, c'est pas un endroit où tout le monde meurt de faim. Il y a une économie fondée sur une contrebande qui passe par des tunnels. Israël surveille Gaza par voie satellite, et donc évidemment, vous voyez l'intérêt de multiplier les constructions de tunnels où il y a beaucoup de marchandises qui circulent, et le Hamas se finance en partie grâce à une taxe sur le trafic souterrain. Certains spécialistes estiment que le volume des échanges entre Gaza et l'Égypte peut atteindre 700 millions de dollars par an, et qu'environ 10 000 personnes sont employées à temps plein dans ces tunnels.
Mais finalement, ces tunnels, ils ont permis d'éviter une catastrophe humanitaire. Oui, ils permettent de mettre en échec le blocus israélien, de faire transiter des armes ou d'autres produits. C'est une manœuvre habile de la part du Hamas. Mais je comprends pas. Il y a une frontière entre Gaza et l'Égypte. Il n'y a pas le risque que des terroristes sortent par les tunnels ou par le poste frontière côté égyptien, qu'ils traversent le désert et reviennent en Israël. Oui, il y a des risques de ce type et ça arrive très souvent, mais il y a quand même aujourd'hui une clôture de sécurité également sur toute la frontière du Sinaï. En fait, si je comprends bien, Gaza a besoin de la complicité de l'Égypte. Si elle l'a, c'est beaucoup mieux. Tant que l'Égypte n'est pas trop regardante, les choses se passeront bien pour le Hamas. En fait, le danger, c'est que l'Égypte, un beau jour, décide de fermer son terminal de Rafah et de bloquer les tunnels. Et alors là, on pourrait bien se retrouver avec un blocus total. Et c'est déjà arrivé ? Oui, et en plus, c'est arrivé au moment le plus improbable qu'on puisse imaginer, en 2012, à l'époque du printemps arabe. Parce que c'était justement le moment où les frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais en 2012, il y a eu quand même Mohamed Morsi à la tête du gouvernement égyptien, qui est donc un frère musulman. Donc on aurait pu croire qu'il se serait super bien entendu avec le Hamas, qui est lui aussi une succursale de la confrérie, mais c'est le contraire qui s'est passé. Des Palestiniens ont assassiné 16 gardes frontières égyptiens dans le sud du Sinaï. C'est complètement débile. C'est pas super intelligent. Ils avaient dans l'idée de faire un scandale pour que l'Égypte se retourne contre Israël, mais ces calculs, qui n'étaient franchement pas très savants, n'ont pas du tout abouti à la situation espérée. Les Égyptiens ont vu rouge, ils ont fermé le terminal de Rafah, ils ont bombardé les tunnels, et alors là, Gaza s'est retrouvée dans un isolement quasi complet. Comme les Égyptiens ne voulaient pas non plus provoquer la famine du siècle, ils ont finalement rouvert les flux au bout d'un mois, se montrant finalement assez compréhensifs. Les guerres de Gaza, comme leur nom l'indique, elles se passent à Gaza. Elles ne se passent pas en Cisjordanie. Là-bas, l'autorité palestinienne tenue par Mahmoud Abbas est dans une posture d'abandon. Il n'ose plus attaquer, parce qu'avec les représailles, ça mène nulle part. Mais du coup, Abbas ne s'oppose plus à la colonisation en elle-même. Il est dans une posture défaitiste. Donc c'est vraiment Gaza qui est belligérant dans ces nouveaux conflits dont je vais parler. Ça n'empêche pas que les troubles continuent en Cisjordanie quand même, et les arrestations y sont assez courantes. Les guerres de Gaza sont des guerres courtes. Elles durent 1 ou 2 mois, pas plus. Il y en a 2 principales, l'une en décembre 2008 et l'autre en juillet 2014. Comment décrire ces guerres ? Leur déroulé est plutôt identique. Des roquettes artisanales, et donc de faible précision, sont tirées par le Hamas. Parfois, elles font quelques morts. En 2008, elles ont fait 24 morts. En 2014, elles avaient été interceptées par le bouclier antimissile israélien, le fameux dôme de fer. Quoi qu'il en soit, Israël riposte avec des frappes aériennes qui font essentiellement des morts chez les civils. On peut dénombrer 1300 morts palestiniens pour la première guerre, 1700 morts pour la deuxième, même si ces chiffres sont approximatifs. Retenez quand même, la plupart des morts sont des civils palestiniens pendant les représailles. Il y a toujours cette disproportion. Les guerres de Gaza, ce sont des pics de violence dans une période où la violence ne s'arrête jamais vraiment. Il y a eu l'opération contre Gaza en 2012, il y a eu l'intifada des couteaux en 2015-2016, la marche du retour en 2018, une nouvelle crise en 2021. En fait, pour tout vous dire, depuis la première intifada, il y a un état de guerre pratiquement permanent dans la région. Des attentats palestiniens, des enlèvements d'adolescents israéliens, des tirs de roquettes plus ou moins précis, des tentatives d'infiltration, des émeutes massives à la frontière de Gaza. Tout ça, ça fait partie du paysage israélien. Et pour ainsi dire, tous les 2 ans, on déplore 100 ou 150 victimes civiles à cause d'un nouveau cycle attentat-représailles. Enfin, c'était la routine jusqu'à l'attaque du 7 octobre 2023, il y a 2 semaines. Je ne vais pas vous raconter cette attaque aujourd'hui, vous l'avez vécue en même temps que moi si vous suivez l'actualité. Ce que je vous demanderai aujourd'hui, c'est de déjà vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche à côté, comme ça vous allez recevoir la notification pour la vidéo qui vient. Cette deuxième vidéo, elle va être l'occasion de décrire l'actualité présente, de la replacer dans le récit, de la situer avec un ordre de grandeur, et puis de vous proposer mon analyse politique du conflit, qui est responsable,
Quelle solution possible? Quelle solution impossible? Quelles répercussions sur la France? Ça, c'est important. D'ici là, likez, commentez, partagez, ça me ferait très plaisir. Et à très bientôt sur l'étoffe d'un chef.